tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, et comme tous les mardis, zoom sur les placements alternatifs dans patrimoine thématique. Aujourd'hui, le marché de la BD. Tintin, Astérix, Lucky Luke, ces noms de bandes dessinées ne vous sont pas inconnus. Plus destinés normalement au plaisir de lire que de gagner de l'argent. Depuis plusieurs années maintenant, de nombreuses maisons de vente se les arrachent. Alors comment investir dans la bande dessinée? Quelles sont les spécificités de ce marché? Réponse dans quelques minutes. Et puis dans Jeu Patrimoine, quel produit d'épargne souscrire pour ses enfants? Livret A, livret jeune, compte épargne logement. En ce début d'année, vous pensez peut-être ouvrir un livret d'épargne pour vos enfants. 8 parents sur 10 épargnent en France pour leurs enfants aujourd'hui. On vous aide dans quelques instants à faire le tri et à choisir le bon placement. Smart Patrimoine, c'est parti. D'abord, comme tous les mardis, je vous le disais, zoom sur ces placements alternatifs dans patrimoine thématique. Aujourd'hui, la bande dessinée qui fait son chemin dans le marché de l'art et convainc de plus en plus de collectionneurs investisseurs. Car oui, investir dans la bande dessinée peut s'avérer être un investissement très rentable, à l'image du dessin signé Hergé, préparateur de la couverture du Lotus Bleu, qui a été vendu aux enchères il y a quelques jours pour la somme record de 3,2 millions d'euros. Éric Leroy, expert des bandes dessinées chez Arcurial, maison internationale de vente aux enchères, et notre invité. Bonjour Éric Leroy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau de Smart Patrimoine. Éric Leroy, première question. Les premiers à avoir investi dans la BD, ce sont des passionnés. Ça commence toujours un peu comme ça? Alors, ce sont des vrais passionnés, puisqu'ils ont commencé dans les années 70 à collectionner les premières éditions originales, les albums. Après, il y a eu les objets. Et puis, je dirais qu'à partir de fin des années 80, il y a eu les originaux. Un intérêt important pour les originaux qui ne cessent de croître. Et aujourd'hui, ce sont les plus gros prix. Alors expliquez-nous, Éric Leroy, on va rentrer dans le détail. En effet, on va parler des planches originales que les investisseurs s'arrachent. Donc là, on parlait des passionnés. À quand remonte maintenant, on va dire, l'intérêt des non-initiés, justement, à ce marché de la BD? Je dirais qu'ils ont toujours été initiés parce que la bande dessinée, elle a un avantage sur beaucoup de disciplines, c'est que c'est avant tout de la nostalgie. Souvent, c'est des gens qui me disent « je rachète à prix d'or ce que j'ai jeté étant petit ». Donc, il y a les éditions originales, les albums, mais c'est vrai que quand on a une planche originale à l'encre de Chine devant soi et qui évoque des souvenirs de lecture d'enfance, là, il y a plus de prix et ça touche tout le monde, toutes les catégories socio-professionnelles. Et c'est ça qui fait la force de la bande dessinée, c'est avant tout un art populaire. Et ça touche donc à notre histoire, à notre passé. On ne dépend pas du dollar ou du yen, je dis toujours, on dépend vraiment de notre passé, de notre histoire. Et puis il y a des jeunes qui dessinent depuis quelques années, qui font des séries formidables. Et c'est vrai que là, c'est des vrais dessinateurs finalement. Vous avez l'art contemporain qui était vraiment de la peinture, du non-figuratif. Et nous, la bande dessinée, on est dans le figuratif. Donc, on complétait un petit peu cette case manquante dans cet art contemporain. Donc, ça a intéressé et ça intéresse beaucoup de gens de plus en plus. Mais il est vrai que ceux qui ont acheté il y a 30 ans ont fait des placements fabuleux. On va rentrer dans le détail même des prix. Là, je parlais de la somme record de 3,2 millions d'euros pour une planche signée Hergé. Une question sur votre maison de vente aux enchères, Arcurial. Quelle place donc prennent aujourd'hui, pour qu'on comprenne bien, ces BD, ces planches originales, ce marché de la BD dans votre maison de vente, pour qu'on comprenne un peu? Cette année, on a fait près de 10 millions d'euros, l'année dernière, je veux dire, on a fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 5 ventes aux enchères. On a fait la vente Sampé qui me tenait à cœur, notamment depuis longtemps. Donc Sampé, c'est aussi c'est de l'illustrateur, c'est plus de la bande dessinée. C'est quelqu'un qui a travaillé pour le New Yorker, qui est connu aux États-Unis avec un fabuleux dessin. Donc on est chez Arcurial, je dirais, un département à part qui permet de faire rêver, mais aussi de toucher des artistes contemporains, alors que finalement, quand on vend l'art moderne, Picasso, Renoir, Monet, Manet, tous ces gens-là sont décédés. Nous, on est vraiment un art vivant, et c'est pour ça qu'on a fait une exposition à Enki Bilal l'été dernier, chez Arcurial. On a d'autres projets avec lui, avec d'autres. Enfin, vous voyez, c'est vraiment vivant.
Donc on est un art vivant chez Arcurial et on a toujours des projets, plein de choses en tête. On va parler de ces auteurs qui marchent aujourd'hui. Quels sont donc, vous le disiez, les objets liés au BD ou au marché de la BD les plus prisés aujourd'hui par les collectionneurs? Ce ne sont donc plus forcément les albums en eux-mêmes, c'est bien Non. ça? Alors les albums, ce qu'il faut bien comprendre, parce qu'on m'appelle souvent pour les albums, il faut avoir les albums à l'état neuf. En fait, c'est comme les timbres ou les pièces de monnaie. Si votre album est abîmé, c'est fini. En fait, on recherche ce qui était fait pour les enfants à l'état neuf. Donc, si vous avez un album des années 30 ou 40 de Tintin à l'état neuf, ça vaut beaucoup plus cher que s'il a été lu, abîmé, déchiré. Donc ça, c'est un marché important. Mais surtout, aujourd'hui, c'est les dessins. Et effectivement, on décore nos appartements. Finalement, les gens décorent leur appartement avec des dessins de bande dessinée. Ce sont des vrais petits tableaux parfois. On a vendu un dessin sur la Lune. Tintin, on a marché sur la Lune. Voilà, c'était en couleur directe. Ça, c'est quelque chose de rare chez Hergé parce qu'il travaillait beaucoup en noir et blanc. Et donc là, forcément, la personne qui l'a acheté met ça au mur et c'est un vrai petit tableau. Donc là, on décore son chez-soi avec des planches de bande dessinée. C'est une vraie œuvre d'art. Une vraie œuvre d'art qui est unique. C'est le dessin du maître, finalement. Et c'est ça qui est important et qui a pris le dessus, je dirais, sur le marché de la bande dessinée des années 80, qui était vraiment beaucoup plus sur les livres, les albums, les éditions originales. Alors on me dit, mais pourquoi on achète des éditions originales alors qu'on peut aller chez son libraire et acheter la publication de Tintin d'aujourd'hui? Mais en fait, c'est parce que ça n'a rien à voir. Le papier est différent, les couleurs sont différentes. Le dessin est différent. Alors, c'est le même, enfin, mais l'aspect est différent parce que, en fait, les papiers sont différents, les pigments sont différents d'impression et donc ça vous donne une lecture complètement, et puis même l'odeur du papier est ancien, c'est une lecture complètement différente. Donc c'est ça que les collectionneurs recherchent, c'est d'avoir l'édition originale avec cette patine et cette odeur et ces couleurs que l'on ne peut plus refaire. Pourquoi? Parce que les machines d'imprimerie ont changé, les papiers sont différents, les pigments de couleurs d'encre sont différentes. Donc tout ça, Casterman me disait, mais nous on est incapable de reproduire des albums des années 40 de Tintin, on ne peut plus le faire. Éric Leroy, je me permets de rebondir sur ce que vous dites. Ça fait plusieurs fois que vous prenez l'exemple de Tintin. Pourquoi Hergé, par exemple, connaît-il un succès aussi important? Michel Serres disait toujours « J'ai connu un seul génie dans ma vie, c'est Hergé ». Voilà. Donc, c'est une œuvre de 1929 à 1983 qui a connu avant-guerre, pendant-guerre, après-guerre. Le coup de génie d'Hergé, c'est d'avoir réactualisé ses albums. C'est-à-dire que l'île Noire a été redessinée finalement 5 fois. Ça commence dans les années 30 et ça termine dans les années 60 avec les vrais camions écossais, anglais, enfin tout ça, c'est réactualisé. Donc c'est comme si le dessinateur de Bécassine avait réactualisé ses albums. Hergé l'a fait, Pinchon ne l'a pas fait et on voit la différence. Et qu'aujourd'hui, Tintin, c'est actuel et puis Tintin, c'est vous, c'est moi. C'est ça le coup de génie, c'est qu'il n'a pas de sexe, il n'a pas d'argent, il n'a pas de maison. Donc en fait, on se place à la place de ce personnage et tout ce qui l'entoure autour a du caractère. La Castafiore, Haddock, Tournesol, tous ces gens-là ont un caractère, alors que lui Tintin est complètement neutre. Donc le coup de génie, ça tient grâce à ça. C'est qu'on se projette à travers Tintin et on voyage dans le monde entier. C'est Tintin, petit reporter. On oublie souvent. C'est un reporter qui voyage dans le monde entier. Et voilà. Donc il y a aussi je dirais un dessinateur incroyable français, c'est Albert Uderzo avec Astérix. Tout à fait, avec Astérix. Vous le compareriez d'ailleurs avec ce personnage un peu neutre finalement? Oui, alors non, là il a vraiment du caractère, c'est le Gaulois, c'est pour ça qu'aux États-Unis ça n'a pas vraiment marché pour le moment, on verra, mais en Allemagne c'est très populaire Astérix, c'est aussi populaire qu'en France, mais voilà, donc ça c'est je dirais, un auteur à collectionner qui est pour moi pas encore tout à fait à son summum. Et c'est un génie français du dessin. Et il a fait une carrière avec Goscinny incroyable. Donc vous parliez tout à l'heure, Éric Leroy, aussi d'auteurs un peu plus contemporains, un peu plus jeunes. Donc ils suscitent aujourd'hui eux aussi quand même l'intérêt des investisseurs.
Oui, tout à fait. Oui. Il y a une jeune génération qui est tombée dans la marmite, on pourrait dire. Donc tout de suite, moi je me souviens des collectionneurs qui venaient à mes expositions, qui me disaient, vous savez, Monsieur Leroy, je vais devenir notaire, avocat, et donc mon salaire va augmenter. Voilà. Et tous ces gens-là arrivent aujourd'hui sur le marché de la bande dessinée et collectionnent, alors là, plus des auteurs contemporains comme Blin, Bloch, voilà, c'est des gens. Alors on parle. C'est plus un pari qu'on fait sur l'avenir dans ces cas-là. Comment? Ouais, alors moi, je dis toujours achetez ce que vous aimez. Voilà. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Alors, évidemment, ceux qui ont acheté Tintin il y a 30 ans plutôt que Alain Saint-Augan, avec Ziguépus, ont fait un meilleur investissement. Mais finalement, dans l'art, achetez ce que vous aimez, ce qui vous plaît. Vous allez toujours vous y retrouver. Puis moi, j'ai des collectionneurs aussi qui me disent mais moi, même si ça vaut rien, ça me plaît. C'est mon enfant, j'adore cette histoire. Il y a le souvenir de la lecture. Donc, voilà, si vous êtes absolument que dans l'investissement, dans la bande dessinée, mais même dans d'autres domaines, dans le marché de l'art, c'est pas forcément très bon, parce que c'est un pari sur l'avenir, mais c'est pas une science exacte au final. On a donné des prix d'ailleurs tout à l'heure, 3,2 millions. Ouais. Bon là c'est un record. Vous parliez d'Uderzo tout à l'heure. Je crois qu'on a l'image de l'affiche du film animé Astérix et Cléopâtre qui a été vendue plus de 100 000 euros. Oui, il y a une planche aussi à 430 000 euros qui était magnifique. Une planche de fin. C'est pour ça, c'est une planche de fin, donc c'est plus coté qu'une planche, je dirais, lambda. Voilà, donc il y a Mais des du prix. coup, Éric Leroy, on le voit, donc certains objets sont réservés, on va dire, aux plus fortunés. Ouais. Certaines planches sont quand même plus accessibles. Je pense que nos téléspectateurs vont être aussi intéressés par ça, en se disant que oui, à bas prix, on peut aussi acheter des choses. Vous pouvez acheter les planches d'Achille Talon pour 200 € de Greg. C'est accessible. La bande dessinée, c'est un art populaire. Donc, vous avez effectivement des séries d'aujourd'hui à 1000, 2000, 3000 euros ou alors des planches toutes simples à 500, 200, 300. Il y en a vraiment pour tous les prix et pour toutes les bourses. Ça, c'est essentiel. Éric Leroy, vous le disiez tout à l'heure, vous parliez donc de conservation. Hein, évidemment, on est sur des objets qui vieillissent aussi un peu avec le temps, comme tout. C'est un marché j'imagine, pour les planches originales, ou d'autres d'ailleurs, pour les dessins très techniques. C'est des dates, des matériaux, une qualité d'image, c'est ce que vous disiez. Ouais. Comment s'assurer, je ne sais pas de quelle manière c'est important, de s'assurer de l'authenticité d'un objet quand on veut investir, comment être sûr qu'on achète bien une planche originale? Alors, c'est plus simple d'acheter dans les maisons de vente aux enchères que sur Internet. On a un gros problème aujourd'hui, c'est que sur Internet, tout ça, c'est formidable, mais c'est un bouillon de culture, comme on dirait. Il y a tout. Et moi, j'ai des gens qui m'appellent en me demandant de la dédicace, ceci, et puis c'est des faux, quoi. Donc il faut s'adresser à des vrais professionnels. Donc c'est sûr que les ventes aux enchères garantissent. Nous on garantit 10 ans ce que l'on vend. Donc voilà, si c'est un faux, vous pouvez toujours appeler la maison Arcurial en disant 5 ans après, 2 ans après, 10 ans après, dire voilà, c'est un faux. Donc là, on est là pour garantir l'authenticité, garantir le sérieux, et puis faire aussi une sélection d'œuvres, je dirais, importantes ou valables. Et c'est sûr que c'est mieux d'acheter dans ces conditions que sur Internet où il y a de tout, quoi. Et, voilà, il n'y a pas de commentaire à faire, mais parfois, quand je vois certains achats, il faut faire attention. Éric Leroy, on va terminer cet échange par peut-être un petit conseil que vous pourriez donner aux investisseurs, à ceux qui ont envie de se lancer aujourd'hui dans le marché de la BD. Vous le disiez un peu tout à l'heure, il faut y aller un peu avec ses tripes, avec ce qu'on aime, avec de la passion. C'est ça que vous diriez aujourd'hui? Acheter avec son cœur, c'est vraiment essentiel. Dans tout domaine de l'art, c'est ça. C'est acheter avec son cœur. Et puis un conseil, c'est pour les gens qui ont un peu les moyens, je dirais. Oui, parce qu'il y a deux types de tirelire. Il vaut mieux acheter les blockbusters aujourd'hui qui vaudront toujours plus cher demain. Et c'est le constat sur le marché de l'art. Je veux dire, un tableau de Basquiat, ça valait très cher déjà il y a 20 ans. Et aujourd'hui, ça vaut encore plus cher. Donc Hergé, Uderzo, Bilal, tous ces gens-là qui sont dans le top du marché de la bande dessinée vont encore prendre de la valeur. De la valeur et en tout cas, c'est un peu des valeurs refuges aussi. C'est-à-dire qu'une planche de bande dessinée, ce qui est génial, c'est qu'on peut la prendre sous le bras et voyager dans le monde entier, en profiter.
Moi, j'ai des collectionneurs qui me disent moi, je voyage toujours avec tel dessin dans ma valise, ça me fait plaisir. Donc, il y a aussi ce côté que voilà, les voitures, on ne peut pas les emmener facilement, mais les dessins, oui. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup Éric Leroy de nous avoir accompagnés. Je le rappelle, vous êtes expert donc des bandes dessinées chez Art Curial. Merci encore. On passe tout de suite à Enjeu Patrimoine. C'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quel produit d'épargne choisir pour vos enfants? Livret A, livret jeune, assurance vie. Les possibilités pour construire l'épargne de votre enfant sont nombreuses. Petit récapitulatif donc dans cette émission pour vous aider parents à bien choisir. Pour cela, 2 experts du sujet nous accompagnent. Ambroise Pascal, directeur de la clientèle retail de la Banque de détail en France à la Société Générale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Ambroise Pascal, sur ce plateau. Marc Tempelman, fondateur de Cashbee, application mobile d'épargne, nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner également. Ambroise Pascal, un mot d'abord sur les pratiques d'épargne des Français. Les parents sont-ils nombreux aujourd'hui à épargner pour leurs enfants? Oui, ils sont très nombreux à épargner. C'est un réflexe à la naissance de l'enfant, de savoir exactement quels sont les supports qui peuvent être, sur lesquels on peut investir pour mettre de l'argent de côté. Après, tout dépend, et je pense qu'on va discuter sur le sujet, tout dépend de l'objectif de l'argent qui est mis de côté, soit dans une optique court terme, soit dans une optique moyen terme. Savoir s'il est accessible tout de suite ou plus tard. C'est une proportion qui évolue plutôt à la hausse, on va dire, plus ça va, plus on épargne pour ses enfants. Par exemple, parce que la crise, on a vu, les Français ont beaucoup épargné ces 2 dernières années. De la même manière, les parents ont beaucoup épargné pour leurs enfants. Tout à fait, ils avaient plus de liquidités et donc ils ont pu plus rapidement donner un capital important à leurs enfants. C'est vraiment quelque chose de sociétal aujourd'hui. Voilà, c'est un réflexe que l'on a quand on est parent. Bien ancré. Voilà, quand on est parent, de préparer un peu d'argent, de mettre un peu d'argent de côté pour les enfants. Marc Tempelman, quand doit-on commencer, c'est la première question qu'on se pose, à penser, à réfléchir à l'épargne de son enfant? Le plus tôt possible, ouais. Parce qu'il y a un secret de polichinelle en finance qui vaut également pour les parents, c'est que plus on met de côté tôt, plus cet argent a le temps de travailler pour vous. C'est le principe des intérêts composés et ça a vraiment un impact énorme sur la durée. Or, quand vous mettez de côté pour vos enfants, par définition, vous mettez de côté pour une certaine durée, qui peut être plus ou moins longue, mais a priori, si c'est dès la naissance, typiquement, les parents mettent de côté pour l'enfant qui aura un pactole à l'âge adulte. Donc là, vous savez que vous en avez pour 18 ans. Si c'est pour l'aider à faire son premier achat immobilier, vous pouvez même en avoir pour 25, voire 30 ans. Et sur ces durées-là, vaut mieux prendre un peu de risque, faire travailler cet argent. Et plus on met de côté tôt, plus l'argent mis de côté tôt aura fait des petits dans la durée. Donc le choix d'épargne va dépendre des raisons pour lesquelles on le fait. Il faut réfléchir à ça. Ouais. Et donc la durée ne sera pas la même en fonction des raisons. Voilà. Et c'est là où on tombe sur un premier hic, entre guillemets, c'est que je crois qu'il y a à peu près 8 parents sur 10 qui prennent l'habitude de mettre de côté pour leurs enfants. En revanche, parmi ceux-là, ils sont en gros 70, 75, 3 sur 4 mettent de côté sur des supports à court terme, des livrets A typiquement, voire même... le livret A qui est le plus plébiscité. Alors, le livret A qui est le plus plébiscité, il y a le livret jeune et puis il y a même la tirelire. Donc là, pour le coup, vous savez d'avance que dans la tirelire, l'argent ne va pas travailler pour vous, mais même pour le livret A, dont le taux vient d'être annoncé va augmenter le 1er février, il ne rapporte que 1%. Pour doubler une somme sur un livret A, il va donc vous falloir entre 70 et 72 ans. 70 et 72 ans. Alors que si vous le placez à 4%, il ne vous faudra que 17 ans. Si vous arrivez à le placer à 8%, il ne vous faudra plus que 9 ans. Donc vous voyez la puissance du temps, mais aussi l'importance de bien choisir son support et d'aller chercher un peu de risque pour aller chercher le rendement qui, pour le coup, va avoir un effet multiplicateur pour l'enfant. Donc Ambroise Pascal, pour qu'on comprenne bien, des produits d'épargne peuvent être ouverts donc, dès la naissance. Lesquels donc sont plus plébiscités, lesquels les parents quand ils viennent vous voir? Est-ce que c'est donc livret A, livret jeune? Ce sont ce type de placements qu'on ouvre de manière générale dès la naissance de l'enfant? Tout à fait. Voilà, on a vraiment une habitude de nos clients de venir nous voir. Même on leur propose d'ouvrir un compte à vue et un placement dès la naissance de l'enfant. Le livret A, naturellement,
parce qu'il a encore bonne presse, même si, voilà, comme l'a souligné Marc, même à 1%, ça ne va pas rapporter beaucoup dans une inflation au-delà de 2 ou au-delà de 3. Donc, je pense que c'est plus un réflexe et ce n'est pas forcément le bon réflexe, sauf pour avoir une épargne accessible. Donc, typiquement, si votre enfant a 15-16 ans et n'a pas encore de support de placement, ça peut être une bonne idée. Quand on est plus jeune, comme l'a dit Marc, il faut pouvoir prendre du risque. On peut prendre du risque. On a le temps devant soi. Et donc, on peut aller sur des enveloppes qui permettent d'avoir des supports plus risqués, typiquement, et on va, je pense, en parler, l'assurance vie. Après, s'il y a un petit conseil à donner, c'est également de lisser dans le temps les versements. C'est-à-dire qu'il faut, quand on va faire un placement dans le temps, en prenant du risque, il faut avoir la capacité ou l'habitude de mettre chaque mois, chaque trimestre de côté, par des reversements programmés, pour lisser les seuils d'entrée dans les différents supports et donc faire face aux aléas de la bourse. C'est peut-être là aussi où le choix n'est pas le même. Si on part d'un montant où on se dit qu'on va mettre 20, 30, 50 euros par mois, là on va peut-être aller plutôt vers des livrets A, des livrets jeunes. Et si jamais on a une somme peut-être plus conséquente à consacrer, c'est là qu'on va aller plutôt vers l'assurance vie. Comment ça se passe? Alors je ne suis pas certain que ce soit ça. Je suis un grand fan. Nous sommes chez Calvi des énormes fans des contributions régulières. La deuxième puissance, au-delà des intérêts composés dont je viens de parler, de pouvoir remettre de façon régulière, c'est pour éviter les soubresauts que peuvent avoir le marché, pour justement pouvoir bénéficier de sa hausse en moyenne sur des durées très longues. L'autre élément qui peut être intéressant dans la mise de côté régulière, c'est que ça donne des occasions trimestrielles ou mensuelles pour parler avec son enfant et échanger avec son enfant sur l'épargne, sur peut-être que l'enfant a lui-même aussi des convictions. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à avoir des convictions très fortes sur l'investissement socialement responsable. Et donc, de les intéresser dès leur plus jeune âge au sujet de l'argent, qui, je sais, dans pas mal de familles, reste encore un peu tabou, ça peut être une aide énorme, au-delà de la somme que vous mettez de côté, pour que cet enfant devienne un adulte qui soit à peu près bien formé, à l'aise, confiant dans le monde de la finance, ce qui lui donnera des rendements sans doute supérieurs pour le reste de sa vie. Ambroise Pascal disait tout à l'heure 15-16 ans. À partir de quand on peut toucher à cet argent et en fonction et sur quel produit d'épargne? Voilà, j'imagine qu'en fonction du produit d'épargne, on ne peut pas le toucher avant 18 ans, peut-être, avant la sortie du foyer fiscal. Comment ça marche exactement? Alors ça, c'est un tout autre sujet, mais qui est tout aussi passionnant. Lorsque vous ouvrez un compte ou une assurance vie au nom de votre enfant, sans rentrer dans les détails trop juridiques, normalement, cet enfant, à l'âge de 18 ans, en devient pleinement responsable et peut en faire ce qu'il veut. Donc vous avez beau... Le parent perd tout droit sur cet argent. Sauf exception, sauf si vous rajoutez des clauses très spécifiques juridiques qui limitent les emplois de cet argent. Mais de façon générale, ça c'est un des risques dont il faut avoir conscience. C'est lorsqu'on ouvre cette assurance vie au nom de son enfant à 18 ans, même si vous avez fait des énormes efforts pour qu'il puisse financer ses études, n'importe quoi, si lui ou elle décide qu'il veut plutôt s'acheter une décapotable, écoutez, c'est son droit. Donc c'est un sujet. C'est pour ça qu'il faut commencer à en parler très tôt, même plus jeune que ça encore. Il ne faut pas que le sujet de l'argent soit un sujet tabou. Enfin, on a la forte conviction que la culture financière s'apprend très tôt. La culture financière, oui, c'est intéressant. Ça, il faut en parler, ça, avec ses enfants, de cette épargne, à quoi elle va servir. Tout à fait. Il faut vraiment l'associer. De toute façon, par exemple, si vous faites un contrat d'assurance vie, à partir de 12 ans, votre enfant est associé à toutes les décisions. Vous ne pouvez pas ouvrir un contrat d'assurance vie pour un enfant de plus de 12 ans sans avoir sa signature et sans faire un certain nombre d'actes. Pour chaque acte de gestion, votre enfant doit également signer. Donc ça, de toute façon, la réglementation nous y aide pour les associer. Pour revenir aussi sur votre question, on peut épargner sur un contrat d'assurance vie dès 25 € par mois. Il ne faut pas penser qu'il faut des grosses sommes. Donc on peut vraiment associer son enfant très, très rapidement, mais c'est un peu comme l'associer également à son argent de poche, à la gestion de son argent de poche. Il y a énormément de solutions aujourd'hui pour aider ses enfants à gérer leur argent de poche via une carte associée à un compte, via une application en tant que telle. Et je pense que, comme l'a dit Marc, ce sont des moments qui sont très importants pour commencer à parler à ses enfants d'argent. Alors peut-être pas quand il a 5-6 ans, mais je pense que l'entrée au collège, typiquement, il y a un moment où il y a une véritable bascule sur le sujet, et c'est une bascule sociétale, parce que si ce n'est pas vous qui en parlez, de toute façon, il en parlera dans la cour d'école avec ses copains. Vous disiez 25 €, on a dit 30, on a dit 50. Comme ce sont des placements un peu à long terme, quelle est la teneur exactement, peut-être vous avez des chiffres, des montants placés de manière générale en montant moyen, par exemple? Alors on est plutôt aux alentours, quand on est en placement régulier, on est plutôt aux alentours de 50 € par mois ou par trimestre. On est vraiment sur des petites cagnottes, mais comme l'a dit Marc tout à l'heure, il y a quand même derrière
une très forte pénétration de ces produits chez nos clients. Nous, par exemple, on a plus de 15% de nos enfants mineurs qui ont un contrat d'assurance vie. Voilà. Dans nos livres. Donc, ce qui montre bien qu'il y a un appétit des parents. Puis vous les conseillez vers ça, vous aussi. On les oriente vers ça, comme pour toutes les bonnes raisons qu'a cité Marc tout à l'heure, parce qu'on a le temps devant nous et que si vous voulez véritablement faire travailler l'argent, c'est pas avec le livret A, mais c'est plutôt en prenant un peu plus de risques dans des délais raisonnables de toute façon. Que propose Cashbee comme placement exactement? Alors notre gamme à long terme, puisque on préconiserait pour les enfants plutôt de placer à long terme, notre gamme long terme contient uniquement des placements socialement responsables. Et il y a notamment une gamme qui est thématisable d'assurance vie, les thèmes étant l'inclusion sociale, le climat, la tech ou encore l'impact. Et donc ça me fait revenir un petit peu sur ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que avoir des investissements thématisés sont des bons moyens aussi pour engager le dialogue avec l'enfant, pour savoir ce à quoi il est le plus sensible. Et ensuite, c'est juste une question de est-ce qu'on l'ouvre au nom de l'enfant ou est-ce qu'on l'ouvre en son nom propre, tout en sachant que cette poche d'argent est destinée à son enfant à l'âge de la majorité ou un peu plus tard. On a parlé des placements qu'on connaît un peu tous, qui sont rentrés maintenant dans la vie des Français. La loi Pacte a amené avec elle aussi son lot de nouveautés concernant les produits d'épargne, comme le PER, plan d'épargne retraite. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire là-dessus. Est-ce qu'il est considéré aujourd'hui comme une alternative sérieuse aux produits dont on vient de parler, Ambroise Pascal? Alors je ne sais pas si c'est une alternative sérieuse. Après, ça dépend véritablement de la situation patrimoniale du parent. L'intérêt d'ouvrir un PER pour son enfant, c'est de lui faire bénéficier des exonérations, des économies d'impôts qui sont liées à un versement pour un père. Mais je pense que ce sont des stratégies qui sont extrêmement précises, qui méritent d'être discutées avec un conseiller en gestion de patrimoine ou avec qui sont différentes. Sa banque. Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut déjà avoir fait un certain nombre de placements pour ses enfants avec une poche de liquidité accessible via un livret A, livret jeune ou un compte sur livret, et également une assurance vie. Et ensuite, effectivement, si on est imposable, si on a un niveau d'imposition qui est important, on peut faire effectivement bénéficier ses enfants de son économie d'impôt. Et après, attention au montant qui est placé, parce que on peut rapidement être dans un risque d'abus de droit et d'être qualifié. Donc il faut que ça soit dans la limite de ce qui est raisonnable en fonction du patrimoine de la personne. Marc Tempelman, est-ce qu'il y a des placements, on n'en a pas parlé, à éviter à tout prix, par exemple, quand on pense à placer de l'argent pour son enfant? Écoutez, je reviens quand même sur la tirelire, parce que mettre de l'argent, mais vraiment en liquide de côté, déjà les usages aujourd'hui font que la plupart des paiements se font maintenant via ce moyen-là, donc le téléphone portable. Il y a de moins en moins de cash dans l'économie. Et deux, mettre de l'argent dans une tirelire, franchement, à part l'aspect tangible de je suis en train de mettre de côté, on sait d'avance que cet argent est en train de perdre du pouvoir d'achat, tant que l'inflation reste positive. Donc ce truc-là, je l'éviterai. On va s'arrêter sur ces mots. Donc, pas mettre votre argent dans une tirelire. C'est le conseil aujourd'hui de Marc Tempelman, et plutôt le placer sur des produits. On en a parlé avec vous aujourd'hui. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés sur ce plateau aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, c'est déjà la fin de Smart Patrimoine. Vous retrouverez demain, bien sûr, Nicolas Pagnès à la présentation de ce rendez-vous. Moi, je vous dis à très vite sur Bismart.